Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Page blanche, une émission proposée par Michel Philippot. Eh bien, bonjour, Page blanche. Mon invité d'aujourd'hui s'inscrit dans la longue et belle tradition des Michelet, Vincenot, Signol, Élise Fischer, dont l'œuvre romanesque se nourrit d'un terroir, de ses paysages, de son histoire, de ses contes et légendes, et même de ses traditions culinaires et gastronomiques. Elle fut professeure de littérature à l'Université de Bretagne occidentale, l'UBO. Après de solides études de lettres, elle passera quelques 6 années à La Réunion, enseignant à l'Université de Saint-Denis et se spécialisant dans le conte et la littérature orale et la littérature jeunesse. Elle fut aussi, en ces années brestoises, sa ville de naissance, chroniqueuse culturelle pour le quotidien Le Télégramme, suivant le programme de la salle du Quartz. Installée aujourd'hui au cœur des Monts d'Arrée, dans le hameau de Guézou-Vraz, entre Sizun et Comana, mon invité mène, on va dire, une quadruple activité où écriture, accueil chambre d'hôtes, cuisine et enseignement à distance au concours de professeurs des écoles témoignent d'une insatiable gourmandise pour la rencontre, pour la littérature et pour la vie en général. Tous les ouvrages publiés à ce jour sont intimement mêlés à ce terroir, s'y prenant des Monts d'Arrée. Citons dans sa bibliographie Petit cabinet de curiosités bretonnes, c'est paru en 2019 aux éditions Collection des photographes, une galerie de portraits singuliers, un voyage en pays d'authentiques gourmandises bretonnes avec des recettes sucrées, salées, des histoires surprenantes et un petit coup d'œil dans le rétroviseur avec la vie et les gestes d'une Bretagne intérieure d'un autre temps. On peut citer parmi les romans policiers, les polars, aux éditions Ouest France en 2020, La Trépassée des Monts d'Arrée, L'Engoulevent de l'Arrêt aux éditions Scolvrez, c'était en 2022, c'est un roman qui est au programme de notre page blanche d'aujourd'hui, et puis Louve de l'Arrêt, également au programme de notre page blanche d'aujourd'hui, chez Scolvrez, c'était en 2024. Et puis, n'oublions pas cet ouvrage de photographie en collaboration avec Aïcha Dupois de Guitare, et une préface de l'ami Alexis Glohagen, qui est une immersion au cœur de la Bretagne occidentale, Monde Arrêt. Alors évidemment, un jeu de mots sur le titre, monde comme les mondes, et puis Monde Arrêt, on aura compris. 3 mondes qui se télescopent et puis qui s'interpénètrent. Le monde d'en haut, celui des crêtes de schiste et du ciel changeant. Le monde de l'entre-deux, celui des forêts mystérieuses, des pierres sculptées. Et puis enfin, le monde d'en bas, celui des eaux vives et des sombres marais. Il ne faudrait pas laisser dans l'ombre cette chaîne YouTube où mon invité d'aujourd'hui se présente comme, je cite, une raconteuse d'histoire. Une chaîne où se côtoient plusieurs catégories de podcasts d'une 15aine de minutes en moyenne, des contes d'hier et d'aujourd'hui, des portraits de femmes sortis de l'ombre et depuis janvier 2025, ce roman noir, roman feuilleton interactif à géométrie variable, écrit-elle, a raison d'un épisode par semaine sous le titre « La frugalité du Drosera ». Parmi les contes et portraits de femmes qu'on va trouver sur cette chaîne, on peut citer quelques titres, avec par exemple Le boulanger, le diable et le pain des mécontents, ou encore l'histoire incroyable de l'homme marmite, on rit déjà au titre, Les Grazennes, l'histoire du Corrigan auquel on avait volé sa crêpe, La femme du loup gris, Le loup de l'Arrêt, le hérisson du Guézou, et puis parmi les portraits de femmes, Angela Duval, il y en a bien d'autres, Angela Duval, poète brute et femme de terre, ou bien encore La bergerie du Squiriou, le renard et le loup.
Il était une fois une conteuse, romancière et cuisinière, tel est le titre d'un très joli reportage de FR3 de février 2025, consacré à mon invité d'aujourd'hui, un podcast accessible à partir de sa chaîne YouTube. J'ai le très très grand plaisir d'accueillir au micro de Page Blanche aujourd'hui Hélène Duguesou. Hélène Duguesou, bonjour. Eh bien bonjour à tout le monde et je suis ravie d'être ici. C'est merveilleux, c'est vraiment gentil. Alors, traduction oblige, il vous appartient évidemment de vous emparer de ces quelques éléments du portrait et puis de le compléter, de l'amender, de le corriger. Vous avez la parole. Eh bien, c'est très juste. C'est un portrait contrasté dans la mesure où, j'essaie de pas pouvoir être cataloguée et je détesterais être dans une petite boîte et pas pouvoir en sortir. Donc, le fait d'appartenir à plein de petites catégories comme ça me va parfaitement. Ça permet justement cette liberté qui est si importante quand on a vocation à écrire ou en tout cas quand on prétend l'avoir. Merci. Alors, Hélène Duguesou, c'est votre nom de plume, on n'en révélera pas davantage et on laissera planer le mystère bien innocent de votre identité civile. Votre pseudonyme, cependant, il est chargé de sens et il vous relie intimement à ce territoire que non seulement vous habitez, mais qui vous habite peut-être tout autant. Ah, tout à fait. Donc moi, je suis originaire de Bretagne, je suis brestoise. J'ai voyagé beaucoup pour des fins professionnelles. Et quand, avec mon mari, nous sommes rentrés en Finistère, parce que comme les Bretons, on rentre en Finistère, on est comme des berniques, on finit toujours par revenir. On s'est installé, on a voulu être au cœur du Finistère. On s'est dit, les Monts d'Arrée, c'est parfait. Et dans les Monts d'Arrée, on a trouvé un petit village. Donc c'est comme ça qu'on les appelle. On dira un hameau, mais dans les Monts d'Arrée, on appelle ça un village. Un village dans lequel vivaient autrefois jusqu'à 100-150 personnes. Et il n'y vivait plus que même pas une poignée, moins d'une dizaine. Et on s'est installé dans ce hameau qui s'appelle Guézouvraz. Et comme mon vrai prénom, c'est Hélène, je suis Hélène Duguesou. Voilà. Alors on a évidemment l'histoire de ce pseudonyme, bien entendu. Alors vos racines, vous le disiez, sont brestoises, Hélène Duguesou. Nous sommes tous immanquablement le produit plus ou moins déterminé, plus ou moins achevé de nos enfances. Moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de vous demander de quel substrat familial vos racines se sont-elles nourries dans cette période de l'enfance? Alors, je suis brestoise. En ce sens, je ne suis pas bretonnante. Et c'est vrai qu'avec l'éditeur qui a la gentillesse de m'accueillir, donc l'association Skolvraise, ça fait un petit peu tâche, je le reconnais. Et pourquoi? C'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi ne pas être bretonnante? Tout simplement parce que donc je suis née au milieu des années 60 et on ne parlait pas breton à Brest. On ne parlait pas breton. On pouvait parler breton sur la périphérie brestoise, mais pas dans le centre-ville brestois où je vivais. Donc j'ai cette culture-là d'une ville vraiment singulière qu'est Brest. Et j'ai également des racines qui sont des racines du côté d'un village qui s'appelle Plougonvelin. On connaît qui est aujourd'hui une riviera très très connue des Brestois. Pendant très très longtemps et encore maintenant, les gens s'installent pour avoir une paix royale sur la très belle plage du Trésir. Donc j'y ai passé toute mon enfance. Donc entre Brest mais donc vraiment Brest. La Pointe bretonne, avec des incursions régulières avec ma famille. On allait très souvent se promener sur la côte et bien sûr dans les Monts d'Arrée. Donc j'avais cette connaissance ce qu'on me dit encore aujourd'hui, les Monts d'Arrée, quand on y vient, les gens sont pleins de souvenirs sur quand on était enfant, on passait dans les Monts d'Arrée. Tout le monde me dit ça et c'est exactement ce que j'ai vécu. Mmh. Alors, puisque nous en sommes à faire connaissance, Hélène Duguesou, et je citais dans la présentation quelques romanciers de terroir, évidemment, vous les avez repérés. Moi, j'ai envie de vous demander quels ont été vos maîtres, vos phares littéraires, celles et ceux qui vous ont, on va dire, ouvert au monde de la littérature dans l'enfance, mais aussi plus tardivement, lors de l'adolescence, et puis au cours de vos études, de votre formation. Alors, j'ai une passion totale, absolue et définitive pour toute la littérature de la fin du 19e siècle.
je me suis vraiment bien reconnue dans la littérature, par exemple, les Rougon-Macquart, avec ce regard naturaliste, cette espèce de plongée journalistique dans des mondes différents. J'ai été passionnée par ça toute jeune, donc j'avais la collection complète des Rougon-Macquart que je relis régulièrement, et beaucoup de collègues et beaucoup de confrères me regardent d'un œil bizarre en me disant il y a mieux en littérature. Je sais, il y a mieux en littérature. Je sais pas s'il y a mieux, ça sous-entendrait qu'il y ait qu'on rangerait les choses. Mais cette littérature-là est une littérature qui me touche parce qu'il y a cette envie de Zola d'aller voir les gens chez eux, d'aller regarder dans les maisons, d'aller regarder dans les assiettes, parce qu'on y mange beaucoup, d'aller regarder dans les lits, d'aller regarder dans le cœur des gens. Et cette littérature-là, qui est une littérature très ancrée finalement dans ce qu'on connaît maintenant, qui est d'aller voir ce qui se passe chez autrui, m'a toujours passionnée. Après, il y a d'autres littératures, et notamment une passion absolue pour tout ce qui est littérature orale, avec des contes que j'ai collectés un petit peu partout. Alors, vous me faites une voix royale pour cette question que je comptais vous poser. Hélène Duguesou, vous êtes romancière, c'est vrai, nous allons tourner les pages de 2 de vos romans, on l'a annoncé. Vous êtes aussi férue, et vous venez de le confirmer, de ce que l'on reconnaît comme la littérature orale, à telle enseigne donc, que vous avez créé cette chaîne YouTube. Vous y avez rassemblé de très nombreux récits, des contes, des légendes, récits de vie, des fables. Est-ce que, à vos yeux, ces 2 formes de littérature sont de nature fondamentalement différente? Et quel rapport est-ce que vous entretenez avec l'une et avec l'autre de ces formes? Alors, les contes sont une littérature première, une littérature qui permet de rentrer vraiment dans le cœur de l'humanité. On y voit plein de choses, donc je ne vais pas ici, l'idée n'est pas de développer un enseignement et un cours sur ces littératures orales, mais c'est les littératures finalement qui permettent de créer du lien entre, par exemple, les anciens avec les plus jeunes, la mère avec l'enfant, le père avec l'enfant. C'est une littérature qui explique le monde dans lequel on vit. C'est une littérature qui aujourd'hui peut paraître, au regard de ce que les sciences ont pu apporter comme connaissance, donc c'est vrai que c'est une littérature qui peut paraître un petit peu fanée aujourd'hui, mais elle l'est pas du tout. C'est une littérature première parce qu'elle porte également de la poésie, elle porte de la philosophie, elle porte également de la religion. Enfin, c'est vraiment le cœur de l'âme humaine se trouve dedans. Et je pense qu'à partir de ce creuset-là, toutes les autres littératures sont apparues. C'est une littérature première, et pas au sens primitif, au sens de fondatrice de ce que toute l'humanité peut aujourd'hui développer et continuer. Enfin, la chaîne YouTube d'aujourd'hui, c'est pas autre chose que du conte, c'est quelque chose qu'on raconte. La radio, c'est pareil. On a un contact avec la personne à laquelle on s'adresse, qui est un contact très personnel, je dirais même très intime, parce que là, en ce moment, on discute tous les deux, on se retrouve par le biais des ondes qui sont pour moi assez mystérieuses. On se retrouve, je sais pas moi, dans la cuisine d'une dame qui est peut-être en train en ce moment d'éplucher ses pommes de terre pour faire sa soupe ce soir. On se retrouve dans la voiture des gens qui rentrent du travail et qui sont peut-être bloqués dans un bouchon, à l'entrée de Saint-Brieuc par exemple. Et on se retrouve dans l'intimité directement dans les trompes de stage de tout le monde. Le conte, c'est la même chose finalement. Il n'y a pas cette barrière de l'écrit qu'on peut retrouver. Moi, j'écris beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, ce que vous écrivez, c'est peut-être chouette ou pas, mais c'est très long. » Alors que là, il n'y a pas l'effort de la lecture, même si, évidemment, la lecture est quelque chose d'important, mais du coup, il y a cette ouverture, il n'y a pas la barrière de la lecture, il y a une ouverture à autrui qui est extrêmement importante et vraiment la plus large possible. Et d'ailleurs, on retrouve dans vos romans cette composante-là, puisqu'il y a des contes qui arrivent comme cela, qui sont... il y a Mayonne, alors on va en parler, on prononce bien Mayonne. Mayonne, oui, d'accord. Tout à fait. Oui. Donc c'est un des personnages, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une dame qui a un certain âge, et de temps en temps, ma foi, elle se lance là aussi tout autour de la cuisine où elle se trouve, et elle raconte des souvenirs, mais sous une forme contée. C'est tout à fait ça. C'est une façon de dire le monde, c'est une façon de dire son monde, et c'est aussi une façon sans doute
parce que c'est une dame qui a réellement existé, que je n'ai pas connue bien sûr, mais c'est une façon de transmettre un certain nombre de choses, de passer des relais et de dire les choses sans les dire. Il y a aussi une très grande pudeur dans les contes. Et est-ce que ces deux formes de littérature ne se rejoignent pas à la fois dans ce qu'elles explorent de l'imaginaire, d'une part, et aussi dans le plaisir de la transmission, dans le plaisir du partage, celui que l'on connaissait autrefois peut-être autour de l'âtre dans les longues soirées d'hiver. Il y a quelque chose de cet ordre, non ? Il y a beaucoup de choses dans tout ce qui est littérature orale. Il y a énormément de choses, et notamment cette transmission-là, cette ouverture-là, cette communion finalement autour, dont vous parliez des soirées contées qu'on retrouve dans toutes les civilisations, mais notamment dans les monts d'arrêt où autour de la cheminée, tous les gens du village se retrouvaient et donc on tournait d'une maison à une autre. Donc il y a cette communion-là, il y a aussi ce sentiment d'appartenance à une communauté, une société. Donc c'est faire société et voilà. Donc c'est pour ça que le conte reste pour moi un élément fondamental autour duquel se construisent les romans. Je vous propose une pause musicale. Vous avez choisi Les Ligues par Annie Hebrel. On l'écoute et puis vous nous en reparlerez juste après. Emil namns armes malet, pi o me yawankis. Au moulin du temps j'ai broyé les haillons de ma jeunesse.
Evero betreito, Chomerei hunani, et prien a caro. Hélène Duguesou, vous êtes notre invitée dans Page Blanche et nous écoutons votre choix musical, Lélique par Annie Ebrel. Alors vous le disiez, vous n'êtes pas bretonnante, donc je ne vais pas vous demander ce que raconte la chanson, évidemment, mais je vais vous demander pourquoi vous avez choisi précisément cette voix-là. Alors cette voix-là, parce que dans cette chanson-là, finalement, il y a deux voix. Il y a la voix d'Annie Ebrel, donc qui est une femme qui est bien ancrée les deux pieds dans la Bretagne d'aujourd'hui, et Angela Duval, qui est une grande poétesse dans le sens où c'est une femme simple qui a écrit sans avoir fait un certain nombre d'années d'études et qui pour autant a une poésie qui est extrêmement touchante, très profonde, qui s'inscrit beaucoup dans l'économie, et derrière cette personne-là qui est Angela Duval, et Léligue, en fait, c'est son surnom familial. Derrière cette femme-là, il y en a plein d'autres femmes dont on n'a pas entendu la voix pendant très longtemps. Ça peut être par exemple Maria Pratt dans les Côtes-d'Armor, ça peut être Émilienne Kerwas qui justement a fait une partie de sa carrière dans les Monts d'Arrée. Donc voilà, c'est en ça, c'est le sens de ce choix musical. Merci beaucoup. Alors venons-en Hélène Duguesou, à ce roman, L'Engoulevent de l'Arrée, c'est aux éditions Scolvraise 2022, paru en 2022, édition que je remercie d'ailleurs pour leur service de presse, on va en profiter, avec ce descriptif lisible sous le titre, en page intérieure, Fable criminelle des Monts d'Arrée. Alors, fable criminelle, c'est pas innocent le choix du mot fable ici, évidemment. Alors, effectivement, l'idée c'est de montrer que c'est alors, parce que c'est souvent la question qu'on me pose, c'est un polar. Alors, polar, c'est quelque chose c'est un genre littéraire qui est très populaire et donc qui ne fait pas peur. Donc, le choix du polar, il est là. C'est plus un roman qui me permet de faire rentrer plein de choses. Notamment, je voulais parler des Monts d'Arrée que j'ai découverts en m'y installant, des Monts d'Arrée que j'avais rêvé toute ma jeunesse, et des Monts d'Arrée de demain, puisque voilà, il y a hier, aujourd'hui et demain. Et le faire rentrer, ça pouvait être dans un écrit universitaire, ça pouvait être dans un écrit un petit peu plus documentaire, et j'ai choisi de le faire en racontant des histoires, puisque je suis une raconteuse d'histoires. Voilà. Alors donc cette fable criminelle, le mot fable, on le comprend vraiment à la fin, à la toute fin. Voilà. Mais on ne pourra évidemment rien en dire pour ne pas, comme disent nos amis québécois, divulgacher. Voilà. Alors, L'Engoulevent, je vais vous poser une question embarrassante, hein, je m'en excuse par avance, mais L'Engoulevent, c'est un oiseau crépusculaire, nocturne, voilà. Et qu'est-ce qui le caractérise véritablement? Et puis, qu'est-ce qu'il vient faire dans le titre de ce roman? Alors, je sais que la question est embarrassante. Alors, tout simplement parce que je trouve que le mot est très joli. Engoulevent, je trouve ça très beau. L'histoire du mot aussi, la construction du mot, en fait, c'est un oiseau qui vole le bec ouvert pour attraper, un petit peu comme le font d'ailleurs les hirondelles, qui sont beaucoup plus connues que l'engoulevent. Et donc, il vole et hop, et la bouche ouverte, le bec ouvert, et il avale les moustiques. Donc, il a la gueule ouverte au vent. Et d'où le nom L'Engoulevent. Donc rien que cette histoire-là, rien que l'histoire du mot, en soi-même, ça valait le coup de le choisir. C'est très peu connu. Sur les salons, il y a énormément de gens, dans les librairies, beaucoup de gens qui viennent me demander, mais c'est quoi un engoulevent? Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, c'est un oiseau crépusculaire, on ne le voit pas en journée. Et c'est un oiseau qui est très commun, il y en a partout, et personne ne le connaît. Donc je trouvais que rien que ce choix-là, c'était intéressant. Et tout simplement parce que, on le voit dès le début du roman, l'engoulevent est utilisé dans un code qui est donné sur Radio Londres, puisque le tout début du roman se situe pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, le premier chapitre de ce roman plonge le lecteur dans le passé, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On est en octobre 1942, on est autour d'une TSF, j'aime bien ce mot-là, et on est en compagnie d'un groupe de quelques jeunes gens dont on comprend qu'ils sont engagés dans des actions de résistance, hein, voilà, on peut le dire. Alors Hélène Duguesou, qui sont ces jeunes gens et puis quelle est leur mission ce jour-là?
Alors, ce jour-là, leur mission, c'est de récupérer une livraison d'un avion qui passe au-dessus des monts d'Arrée. Ça se passera pas comme prévu. L'idée, c'était aussi de replacer le mont Saint-Michel de Brasparts, que tout le monde connaît, dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Les Allemands s'y étaient installés. Il y avait installé une tour de radioguidage sur laquelle, qui n'existe plus maintenant, mais le rail est conservé. Et quand on regarde, par exemple, sur les cartes, ou quand on y va, ou quand on regarde sur les images satellites, on le voit très très bien, ce cercle-là. Et pendant très longtemps, tout le monde on s'est demandé ce que c'était, parce qu'on avait oublié. Les bunkers ont été plus ou moins démontés. Il y avait aussi également, un petit peu plus loin, au nord, il y avait une piste d'aviation, un aérodrome. Hein. Et je voulais, je me suis dit, tiens, il s'est passé des choses. Et j'entends aussi beaucoup d'anciens qui me racontaient des histoires de trésors perdus qui auraient été largués par des avions, pendant ce temps-là. Et avec ces éléments-là qui sont des éléments réels, j'ai construit une histoire pour donner un petit peu de chair et de vie à tout ça. Alors, le second chapitre nous projette en 2020, en octobre, 80 ans plus tard. Les lieux sont les mêmes, on est sur les mêmes endroits, les mêmes lieux, et l'on rencontre Mayonne. Alors Mayonne, on a dit un mot tout à l'heure, c'est une vieille dame, elle fait rêver, c'est une grand-mère, on a envie que ce soit notre grand-mère, cette vieille dame. Voilà. On l'a saisie dans sa routine matinale. Vous détaillez les choses, et c'est très bien parce que ça lui donne vie et ça lui donne réalité. Elle allume l'allumage de la cuisinière, la préparation du petit déjeuner, tout cela est finement observé. La lecture rituelle du quotidien, et on se rend compte que vous avez bien observé les choses, et voilà ce que vous écrivez. Mayonne commença comme tous les matins par la page des avis d'obsèques, qu'elle parcourut d'un doigt noueux à la recherche d'une connaissance, qu'elle fût proche ou vague. Puis, ayant fait chou blanc, chaque enterrement était, soyons honnêtes, une occasion de sortie, de retrouvailles. Elle reprit la lecture du journal au début, passant toutefois sans autre forme de procès les pages internationales, nationales, régionales, de même que les pages dédiées au virus, commençant sa véritable lecture aux pages départementales. Un gros titre tint immédiatement son attention, au point qu'elle arrêta de mastiquer son pain et de touiller son bol de café. Mort mystérieuse à Saint-Cadou. Alors, après la lecture de l'article, effectivement, Mayonne en arrive à sa propre conclusion. L'article, évidemment, explique ce qui s'est passé, en tout cas ce que l'on en sait, et elle nous livre sa propre vision des choses. Profondément troublée, Mayonne continua distraitement la lecture du quotidien. Il était encore un peu tôt pour téléphoner à ses amis, afin de glaner des informations et de diffuser l'effarante nouvelle. Jean Le Blaise avait été assassiné. Alors évidemment, sans rien révéler de l'intrigue, qu'est-ce que l'on peut dire et qu'est-ce que l'on sait de ce Jean Le Blaise? Voilà, pour que nos auditeurs sachent un petit peu dans quel roman ils arrivent. Alors Jean Le Blaise, il fait partie des jeunes qu'on a découverts dès le premier chapitre. Il fait partie des jeunes qui ont assisté à l'arrivée un peu ratée de cet avion. Et donc ce personnage-là se retrouve assassiné. Et donc on peut supposer que ce qui s'est passé 80 ans plus tôt n'est pas pour rien dans cet assassinat qui est relativement épouvantable. Voilà, alors on situe bien ce personnage-là. Peu à peu, le lecteur rentre dans cette petite communauté du Guézou, effectivement, celle que vous décrivez. Il y a là une vie communautaire qui ressemble à la réalité aussi. Et j'ai envie de vous demander, la fiction du roman s'appuie sur cette réalité, sur la réalité de cette communauté du Guézou. Alors, c'est quoi cette communauté du Guézou? Alors, donc, j'avais commencé à expliquer au début qu'on est arrivé avec ma famille, donc il y a 15 ans maintenant, dans ce village du Guézou.
au centre de ce village-là, qui est un village de ce qu'on appelait autrefois les Julodèdes, donc qui étaient les maîtres tôliers de la Renaissance, donc se trouvait cette très grosse maison, qui est une maison à Apothéis. Enfin voilà, il suffit d'aller voir les écomusées pour visiter ce genre de maison. Et donc cette maison-là, en fait, autour d'elle est structuré le village, puisqu'en fait c'était les maîtres qui ont construit cette maison-là, et les ouvriers étaient en gros hébergés dans les maisons qui sont autour. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, on a conservé ce côté un petit peu central de la maison. Les autres maisons sont tout autour. Et on vit ensemble, comme dans les années 50, puisque moi je me réfère à la vie dans les années 50 grâce au témoignage de ma voisine qui s'appelle Marité, qui est née au Guézou en 1940, et c'est la dernière à y être née. Et elle nous a raconté, et moi j'écoute, je suis une véritable éponge quand elle commence à me raconter ça. J'absorbe tout, et elle raconte à quel point les gens vivaient ensemble et s'entraidaient. Nous, on fait exactement la même chose. On aime plutôt que chacun cultive 3 poireaux, 2 pieds de tomates, on a mis à disposition un champ d'1 demi-hectare dans lequel on cultive ensemble des poireaux, des tomates, des courges, etc., des pommes de terre, et on les cultive ensemble, on les ramasse ensemble, et ensuite on les partage en fonction du nombre de... Ça fait un peu kolkhoz comme ça, mais c'est pas un kolkhoz. Et pareil pour le poulailler, on a 35 poules et un coq, voilà, on récupère les œufs, et ensuite on dispatche en fonction du nombre de personnes par maison. Voilà. Et ça fonctionne réellement comme ça. On n'est pas autosuffisant, mais voilà, et ça permet aussi En fait, on fait société en faisant ça. On se voit, on discute, et voilà. Voilà, alors vous répondez à la question effectivement, parce que je me demandais si on était dans la fiction romanesque ou dans la réalité. Mais il y a effectivement, tout cela s'appuie sur le quotidien et sur la réalité, si je vous ai bien compris. Tout à fait, c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors, à un moment donné, on découvre les 3 grâces. Alors j'aime beaucoup la manière, ce sont les copines, on va dire, de Mayonne, 3 femmes avec lesquelles elle se rend au marché, tout ça, il y a beaucoup d'activités communes, mais elle conduit pas. Donc il y a un personnage qui va jouer un rôle très important dans le roman et dont il est peut-être temps de parler, c'est Pierre-Marie. Voilà, Pierre-Marie est un personnage tout à fait sympathique. Il est très présent auprès de toute cette communauté. Alors je vous laisse un petit peu faire les présentations de tout ce petit monde. Alors donc ça revient en fait à décrire quelle est qui habite dans les monts d'Arrée. Il y a des gens qui sont là de toute éternité, comme Mayonne, voilà, et ses copines qui sont nées là, qui ont été agricultrices et qui maintenant ont pris leur retraite, chiche retraite d'ailleurs, et qui continuent à fonctionner. Et puis il y a tout un tas de gens qui se sont installés au fil du temps dans les monts d'Arrée. Il y a pu y avoir des gens qui sont venus pour élever des chèvres, élever des moutons, pour devenir maraîchers. Par exemple, il y a des maraîchers qui sont installés à Kerouat, là, et qu'on retrouve dans les louves de l'Arrée. Et donc, il y a cette première... on sent que les monts d'Arrée, c'est une strate de population qui s'installe, qui cohabite, qui coexiste, et qui coexiste en bonne intelligence. Il y a un genre de syncrétisme qui fait que on est différent, mais les gens se respectent et vivent ensemble. Et ce personnage, Pierre-Marie, c'est un universitaire défroqué qui s'est installé, qui a acheté des vieilles pierres, pas chères, et qui retape ça comme il peut. Voilà, il vit d'expédients et il est assez fin observateur de ce qui se passe autour de lui. Et il a été adopté par ces vieilles dames là, parce que ce sont souvent des veuves qui s'occupent de lui et qui sont autant de grand-mères, d'amis, de vieilles tantes. Et cette communauté-là existe réellement. Alors, Pierre-Marie, il a la cinquantaine à peu près, c'est un ex-chercheur en géographie humaine à l'Université de Bretagne occidentale, rien n'est au hasard, c'est un intellectuel, on va le dire, c'est tout à fait ça. Il a tout plaqué pour vivre cette autre vie, c'est pas exactement ce qui l'a amené là, ce qui l'a amené à tout plaquer, c'est pas expliqué, mais ça ne semble pas être au central dans le roman pour le moment.
Et il organise aussi, parce que comme vous disiez, il vit d'expédients, il faut bien quand même faire bouillir un petit peu la marmite. Et il organise des sorties nature où il emmène des groupes au sein de justement à la découverte de ces monts d'arrêt. Et je voudrais juste citer ce court extrait. On est dans la nature, il est en charge d'un groupe, et voilà ce que l'on peut lire. À l'occasion d'une nouvelle halte, au milieu de nulle part, Pierre-Marie fit signe aux randonneurs de s'accroupir. Il leur sembla être englouti par les épaisses et hautes touffes de molinies bleues qui absorbaient le paysage, feutraient les sons du marais. Une légende venue de l'aube des temps situait au cœur des tourbières un marais d'épouvante, sans fond, le Youdik, l'une des portes des enfers, chuchota Pierre-Marie, qui ménageait remarquablement ses effets. Nous y sommes. Brrr, plaisanta une jeune femme aux yeux verts. Comme toute croyance, cette légende s'est construite sur un socle de réalité, des phénomènes naturels constatés par nos aïeux. Feux follets, feux de tourbes spontanées, disparition inexpliquée de personnes qui s'embourbaient dans les marais après s'y être perdues en raison du brouillard ou qui tombaient dans le trou d'une ancienne tourbière. On entend même les démons hurler la nuit, nos fameux engoulevents sans doute. Oh, mais peut-être pas. Au fond, on raconte en effet que nous sommes ici à la porte des enfers, que des prêtres exorcistes emprisonnaient les démons dans le corps de chiens noirs, les précipitaient dans les eaux noires du Youdik, poursuivit Pierre-Marie en acquiesçant. L'Ankou, le valet de la mort, il y rôde. Les corrigans, les poulpis qui dansent, le soir, sur la lande. Il existe une multitude de contes glaçants comme le veneur infernal, qui met en scène le seigneur de Bottmeur avec le diable et donne une explication très particulière à la cuvette de Yonelaise. Alors, je m'arrête là, mais dans ce roman, Hélène du Guézou, vous mettez en scène un certain nombre de personnages, bien sûr, on en a parlé, mais ce que cet extrait met en lumière, c'est la présence aussi de la nature, du marais, des tourbières, de ce que vous définissez dans un autre ouvrage comme les mondes arrêts. On en a parlé tout à l'heure dans la présentation, et vous en faites, il me semble, et vous me direz si vous en êtes d'accord, vous faites de cette nature, de ces mondes arrêts, un autre personnage tout à fait présent. C'est un personnage du roman. On y est. Ce qui se passe dans le roman ne pourrait pas se passer ailleurs, en tout cas pas de la même façon. Il pourrait se passer d'autres choses, mais certainement pas ça. Et c'est vrai que c'est un creuset des imaginaires de la Bretagne. On retrouve notamment toutes ces légendes-là. L'Ankou a fait le tour du monde. On dessine un Ankou, on montre un dessin de l'Ankou à un Américain ou à un Javadais, il va savoir ce que c'est. Donc on voit que ces légendes-là sont vraiment nées ici, ont éclos et ont magnifiquement voyagé, comme le font toutes les littératures orales. Alors, Hélène du Guézou, vous m'avez mis à la torture dans ce roman, parce que pour des raisons que je tairai, mais je suis au régime alimentaire, et on n'arrête pas de cuisiner, on n'arrête pas de manger, et de manger bien, et de bonnes choses. Alors, voilà par exemple ce que vous écrivez. Mayonne, on revient à ce personnage, Mayonne écoutait Pierre-Marie en préparant un repas improvisé, roboratif, réparateur. Elle décrocha du conduit de la vaste cheminée un morceau de poitrine de porc dont elle découpa une tranche qu'elle détailla en fin lardon. Ils vinrent bientôt rissoler aux côtés d'un gros oignon rosé de Roscoff finement émincé dans une large poêle au cul noirci. Elle hochait parfois la tête, plissait les yeux, silencieuse et attentive. Elle servit alors, à l'aide d'une grosse louche bosselée en aluminium, la soupe de légumes qui embaumait la pièce. Pierre-Marie reprit sa respiration, huma longuement la soupe, les yeux clos, les deux mains posées à plat sur la table en chêne de part et d'autre de son assiette. Il fit une pause dans son récit, plongeant une cuillère impatiente dans l'assiette fumante, capturant dans sa grande cuillère profonde des cocos de paimpol, des dés de carottes, de fines lanières de choux verts, des cubes de panais, des rondelles de poireaux fondants. Pendant ce temps, Mayonne sortit d'un torchon
de lin. Une pile de crêpes de blé noir de la veille les roula en un boudin serré avant de les trancher en fines lanières comme de noires tagliatelles de l'arrêt. Le géant, Pierre-Marie, poursuivit et acheva son histoire. Alors, je m'arrête là. Il est venu chez Mayonne parce qu'il a un petit coup au moral. Et il lui est arrivé quelque chose. Voilà, il a besoin de se retrouver dans une atmosphère un peu plus familiale, un peu plus sereine. Voilà. Et il y a, j'ai envie de dire, Hélène Duguesou, derrière cette scène ici que vous décrivez, cet homme qui vient chercher le réconfort chez Mayonne, il y a toute une philosophie, je pense, qui s'incarne dans cet adage populaire que vous connaissez sûrement, le moral est au bout de la fourchette, d'une certaine manière. Et cette philosophie, si je ne me trompe pas, eh bien, peut-être qu'elle vous correspond d'assez près aussi, d'où ce concept original et novateur que la presse vous a parfois attribué, celui de polar gourmand, dont vous êtes fait le chantre. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que la résolution pour reprendre ce que vous avez dit, la résolution de l'affaire se fait aussi au bout de la fourchette. Et c'est vrai que quand les gens, on voit souvent quand il y a une question qui est posée dans les téléfilms, dans les séries, deux personnes s'arrêtent, voilà, et commencent à discuter l'un et l'autre. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, on s'arrête pas en plein milieu d'une pièce pour discuter. On continue à faire ce qu'on a à faire, et c'est en faisant, finalement, en occupant ses mains, qu'on libère son esprit, et qu'on ouvre aussi le dialogue. Donc c'est cette façon de cuisiner, elle est nécessaire pour la résolution collective des mystères et des problèmes qui sont soumis à mes protagonistes. Eh bien, pendant que nous allons digérer, je vous propose une petite pause musicale que vous avez choisie. Il s'agit d'un titre de Pat Jaune, Frotter, Frotter, et c'est tiré de l'album Ticatoon. Maman, il faut lever, il faut dépêcher pour porter le linge sur le galet. Maman l'a fait aller, boire vite un petit peu de lait, sinon nana de réchauffer. Madame Onésime l'a fait arriver, avec son ballot chargé, l'huile est fatiguée. Ma tante Marie-Ange, elle est en train de causer un bon peu d'histoire n'aura pour l'y raconter toute la journée. Madame Solange, avec son bateau, la donne la cadence musique y avait dans la ravie, et ça commençait. Sur le galet, le linge sur le galet, le linge sur le galet. La pluie l'a tombé, la ravine l'a coulé. Filons l'a débordé, dans le passage à cap, tout ça va bien. Frotter, le linge sur le galet. Frotter, le linge sur le galet. Le linge sur le galet, le linge sur le galet. La pluie l'a tombé, la ravine l'a coulé. Filons l'a débordé, dans le passage à cap, nous ça va bien. Frotter, le linge sur le galet. En l'air là-bas, on est avant la fin arrivée. Côté la cascade, elle est en train de couler. Sur le galet. Toute la journée, soleil l'a donné. Le linge l'a séché sur le galet. Le linge sur le galet. Manger l'arrivée. Sur le galet. Maman, il faut arrêter. Le linge sur le galet. Frotter, le linge sur le galet. le linge sur le galet. La pluie l'a tombé, la ravine l'a coulé.
Filons la débordée, dans le bassin c'est comme nous ça va bien. Frottez, 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 le linge sur le galet. Frottez, 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 le linge sur le galet. Frotter, frotter, c'est votre choix musical, Hélène Duguesou. Évidemment, c'est en lien avec votre connaissance de La Réunion, vous y avez vécu. Voilà, donc c'est un groupe réunionnais. Alors il s'appelle Pattes Jaunes. Alors c'est rigolo de savoir pourquoi il s'appelle Pattes Jaunes. C'est comme ça qu'on appelle les petits blancs qui vivent dans les hauts de l'île de la Réunion, qui sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et pourquoi on les appelle Pattes Jaunes ? Parce que ils travaillaient dans les champs à extraire à piler avec les pieds le curcuma. Qui sont de grosses racines très 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 colorantes, et ils ont vraiment les pieds jaunes jusqu'à mi-mollet. Ah, je vous crois, j'ai quelques poils qui en ont souffert. Enfin, poils, hein, pas des poils. Oui. On m'aura compris, et je lève toute ambiguïté. Alors, venons-en, Hélène Duguesou. Donc, nous parlions juste avant de l'engoulevent de l'arrêt. On s'arrête là parce que on peut pas tout dire. Il faut garder le suspense, bien entendu. Et puis, on va passer à cet autre roman, Louve de l'arrêt, là également. C'est publié en 2024, donc c'est tout à fait récent. Et c'est non plus une fable comme le précédent, mais cette fois-ci, vous avez choisi le mot fantaisie criminelle, qui s'ouvre finalement sur la description d'une scène d'une très grande violence. C'est très court, mais c'est violent. Voilà, oui. C'est violent, et en même temps, c'est violent, mais sans rentrer dans les détails, ce qui finalement est pire, puisque ça permet aux imaginations de s'emballer. Donc c'est une course-poursuite dans les bois, et qui finit pas forcément très bien. Alors, au début du roman, on fait connaissance avec Vefa. Vefa, c'est une jeune femme. Elle est gendarme. Elle fut gendarme, on est à La Réunion, elle y a fait carrière, et puis elle est quand même bretonne d'origine, et elle prend une retraite anticipée pour rejoindre son terroir, son territoire des Monts d'Arrée, avec un projet inattendu. Elle a un projet de maraîchage. Elle veut cultiver des plantes aromatiques et développer une activité de cette nature. Et voilà ce que l'on peut lire dans le tout début, c'est à la page 18. C'est lors du pot de départ. C'est son pot de départ. Elle discute avec une de ses collègues, et voilà ce que l'on entend. « Ah, vous les Bretons, vous êtes encore pire que nous, les Réunionnais. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de la Bretagne ici, dans la cuisine, dans les patronymes, dans les contes, dans les caractères. » Vefa part d'un grand rire. Ses yeux clairs pétillent, illuminant son visage hâlé. Alors Hélène Duguesou, donc vous avez, vous, cette double expérience culturelle. Évidemment, ça rentre dans votre roman immédiatement, là. Je me sers de choses que je connais bien plutôt que de compiler des connaissances théoriques. J'aime bien parler de ce que je connais. Voilà, il n'y a pas de Wikipédia. Il n'y a pas de Wikipédia ici. Ah non, je raconte mon histoire. C'est un petit peu comme si je faisais l'album photographique de la famille, mais sous forme de ce petit roman. Et c'est vrai qu'on a vécu avec les enfants un peu plus de 6 ans à La Réunion, et on y a vu des choses. Et notamment, j'ai été très, très surprise de voir à quel point il y avait la trace, l'écho, les souvenirs de la Bretagne à chaque coin de rue. Ce que moi je voyais, parce que je suis d'origine bretonne, notamment j'avais une étudiante qui s'appelait K-Bidi, et c'était un K barré, Bidi, en fait c'est le souvenir de Kerbidi. Et cette jeune femme-là, qui commençait ses études pour devenir enseignante, puisqu'elle était sur le point de passer le concours de recrutement des professeurs des écoles, ne savait pas du tout que sa famille était d'origine bretonne. Elle ne savait pas du tout. Et on retrouve après, même dans la cuisine, on a l'impression que la cuisine bretonne et les cuisines réunionnaises sont très éloignées. Eh bien, à La Réunion, on trouve par exemple de l'andouille fumée crue. Ce qu'on retrouve ici sur les différents marchés. On trouve ça nulle part ailleurs. Donc on sent bien qu'il y a ce souvenir-là qui est important.
Alors, l'arrivée de Vefa dans le hameau du Guézou, parce que évidemment tout arrive au Guézou, forcément. Tous les chemins mènent au Guézou. Voilà, c'est l'occasion dans le début du roman de présenter les personnages, leurs activités et de décrire ainsi la vie communautaire qu'ils se sont choisis et organisés. On en a parlé tout à l'heure et ça ressort ici dans ce roman, évidemment. Tout semble rouler à peu près sereinement, à ceci près que la première scène reste une scène de violence, on l'a évoqué, donc on est un peu aux aguets, on se dit qu'est-ce qui va en découler. Et puis le second chapitre du livre met en scène un personnage, j'ai envie de dire, troublant. Un personnage ambigu, inquiétant. En lisant ce passage, en tout cas ce chapitre, j'ai pensé à Norman Bates de Psychose. Oui. Voilà. Et on n'en dira pas plus. Il y a une ombre au tableau et le lecteur s'attend à ce que quelque chose survienne. Ce personnage, il nous fait un peu peur, il nous interroge. C'est une construction romanesque très efficace qui suscite le suspense, parce qu'on se dit tout ça n'est pas fait en vain. Tout ça va prendre sauce. Et on tourne les pages, du coup. Et voilà, j'ai essayé de faire aussi bien que les Américains, mais dans les mondes d'arrêt. Voilà. Alors ce personnage, on découvre plus tard, ça on peut le dire, il s'appelle Jacques. Voilà. Voilà. Il s'appelle Jacques. Il est troublant. Il est surtout très troublé, on peut le dire. Oui. Voilà. Mais alors, il y en a des gens un petit peu perchés dans les mondes d'arrêt. Il y en a vraiment à tous les coins de rue. Après, certains sont plus centrés sur le maraîchage, d'autres sur... Mais il y a des gens comme ça très, très, très étranges et qui sont des gens, mais qui sont passionnants, qu'on écouterait pendant des heures. Et lui fait partie, en tout cas, le personnage auquel je me suis référée, qui est quelqu'un qui existe vraiment, je me suis référée à lui et j'ai beaucoup de tendresse pour cette personne-là qui me touche réellement. Ben, on sent dans la suite du roman qu'effectivement vous ne le chargez pas, il reçoit cette tendresse. Voilà. Alors il y a un personnage que l'on découvre dans ce début de roman, c'est une jeune femme, Asilis, un personnage qui me touche particulièrement puisque c'est une femme de radio. Oui. Elle anime une émission sur une web radio, Café Klaken. C'est une radio que vous situez à Berrien. Oui. C'est quelqu'un de très apprécié, de très active. Alors en quoi consiste son émission? Ces reportages, ils explorent la mémoire, le souvenir, le passé, mais elle s'attaque aussi à l'avenir, c'est-à-dire à des sujets qui peuvent être beaucoup plus clivants. Et puis voilà qu'elle disparaît, ainsi que son compagnon. On comprend que son compagnon, il est violent, il est manipulateur. Bon, c'est quelque chose que l'on intègre. Mais cette disparition, elle est évidemment très inquiétante. Et là encore, dans votre roman, dans la construction de votre roman, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de pression sur des gens qui témoignent des difficultés qu'on peut rencontrer en ce qui concerne l'environnement. Alors je pense ici, là, un dossier qui tourne autour de l'eau. Ça peut être le dossier des algues vertes, ça peut être le dossier, le dossier de l'élevage. Enfin, tous ces... Voilà, on sent qu'il y a un malaise et on n'a aucune difficulté à croire que quelqu'un qui parlerait de ça dans une radio pourrait faire l'objet de pression. Voilà. Et je pense qu'on se met assez facilement dans la peau de cette personne-là en se disant, il est parfois dangereux d'évoquer un certain nombre de choses. On se souvient d'ailleurs de quelques faits qui ont marqué l'actualité en 2021, je crois, dans une radio consoeur, voilà, Radio Grèce-Braise, je crois. Hein, voilà, il y a du vrai dans tout cela, voilà, en tout cas du vécu. Oui. Alors, il y a Hélène du Guézou, cette 4e de couverture qui le mentionne, donc on ne révèle rien de sensible. Asilis reste introuvable pendant un bon moment, jusqu'au moment où un véhicule est repéré. Donc, si j'en parle, c'est que la 4e de couverture l'évoque. Elle est repérée par des coureurs. Elle est fichée dans la rivière, dans les Lornes. Et à bord,
on peut le dire, il y a 2 victimes. Et voilà. Voilà, il y a 2 victimes. Alors la première hypothèse, c'est celle d'un accident dû au verglas, parce que on est dans l'hiver, il fait mauvais, tout ça semble cohérent. Mais il y a un doute quand même. Ouais, il y a un doute et on se dit que, étant donné les dossiers sensibles qu'elle traitait, il n'est pas impossible qu'il y ait un lien avec ce qui a été évoqué dans les différentes chroniques qu'elle a pu publier sur sa radio. Alors, première disparition, il y a une seconde disparition, c'est celle d'Angela. Angela qui est photographe, elle a un projet commun avec Asilis. Voilà. Et évidemment, tout ça se pose question. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle aussi, elle devrait être là pour le 24 au soir décembre, voilà. Le 24 décembre, et elle n'est pas là. Ouais. Et elle a disparu. Et c'est là que finalement, on se rend compte que, comme elle travaillait sur un dossier qui est un peu mystérieux, il est fort possible que cette question-là, qui est une question sensible, une question clivante, ait pu déclencher des réactions un petit peu dangereuses, voire même mortelles pour certains des protagonistes. Et alors, dans ce contexte-là, votre roman, Hélène du Guézot, prend tout à coup un tour différent. L'hypothèse qui est sous-tendue ici, eh bien, ça vous amène sur un terrain beaucoup plus politique, voire militant. C'est aussi un terrain sur lequel vous ne refusez pas d'aller. Tout à fait, parce que en discutant avec notamment ma voisine, elle racontait la façon dont on avait de traiter autrefois la question du cochon dans chacune des fermes. Et c'est vrai que on a vu, ce sont des personnes qui ont vu changer beaucoup la perception de l'élevage et dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que par exemple, il y a une entreprise qui a fermé il y a peu de temps, enfin ça date un petit peu maintenant, il y a une entreprise qui a fermé et qui s'appelait l'entreprise GAD, qui a laissé sur le carreau énormément de gens. C'était l'arrière-grand-père de cette entreprise-là qui venait acheter le cochon, qui était le charcutier qui venait acheter le cochon dans les fermes des Monts d'Arrée. Donc il y a du lien. Alors après, l'idée n'est pas forcément de revenir à l'élevage de son propre cochon dans sa soue, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'entre l'élevage du cochon dans sa soue et les très gros élevages entre lesquels nous sommes installés, il y a peut-être une réflexion à mener. Est-ce que ce roman, dans ce qu'il a un petit peu de grattant, est-ce qu'il vous a amené des réactions, voire des inimitiés Pas frontalement. Voilà. Mais oui, on sent que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Mais bon. Hélène du Guézot, vous n'allez pas me croire, mais on arrive au bout de cette émission. Comme le temps file. On aurait tellement d'autres choses à dire sur ce roman. Donc nous parlions de Louve de l'Arrée, roman policier. C'est paru en 2024 aux éditions Scolvrez. Hélène du Guézot, merci infiniment de vous être prêtée au jeu des questions de Page Blanche. Merci beaucoup d'avoir supporté mes réponses approximatives. Merci également à l'ami Frédéric Guyon qui a réalisé cette Page Blanche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en compagnie de l'anthropologue et sociologue Franck Dorso pour son roman historique Gersoal. Excellente semaine, portez-vous bien. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.